Et bonjour Annie Genevard. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur France Info. On va revenir évidemment dans quelques minutes sur les incendies. Vous étiez hier en Gironde, les conséquences aussi évidemment pour l'agriculture, la sylviculture notamment sur place. Mais on voulait évidemment commencer par aussi une des conséquences de cet été qui frappe l'intégralité de la France. Été record, caniculaire, sec, avec... que ce soit en termes de production, en termes de rendement, de revenus, sans doute des difficultés pour l'agriculture française. Est-ce qu'elle doit s'attendre à une crise, voire carrément à un cataclysme, l'agriculture française ? Alors, évidemment, nous vivons un été terrible et les agriculteurs en paient un lourd tribut. Chute de production dans le maraîchage de plein champ, les récoltes se sont effondrées, on a beaucoup de craintes sur le maïs, le fourrage des animaux va manquer, on se tape déjà dans les stocks d'hiver. Donc il y a évidemment une incidence très forte sur la production et puis sur le moral aussi des agriculteurs. C'est quand même le fruit d'une année de travail dont ils voient la perte et c'est la raison pour laquelle nous avons très vite, très tôt enclenché des dispositifs de soutien. Mais est-ce que le mot crise, vous l'employez ou Oui, c'est une crise profonde, une crise climatique sur fond de changement climatique, une crise météorologique, la sécheresse, la canicule et pour certains territoires, les incendies, évidemment, composent un trio absolument redoutable pour notre agriculture. L'élément saillant, c'est que tous les territoires et toutes les productions sont impactées à des degrés divers, mais tout le monde, tous les agriculteurs sont concernés. Justement, on a entendu ce matin un producteur de figues qui annonçait une récolte catastrophique. On a pu voir que les salades manquaient en rayon, que les pommes étaient plus petites, plus abîmées. Est-ce qu'il y a des risques de manquer de certains fruits et légumes en rayon ou que leur prix s'envole à la rentrée ? Alors, en matière de prix, non, nous n'observons pas d'augmentation massive et généralisée des prix. Et la grande distribution entend jouer le jeu en revoyant le calibre des fruits et des légumes parce qu'ils sont plus petits, ils ont manqué d'eau, ils ont manqué de pouvoir grossir dans des proportions normales. La grande distribution accepte aussi l'hypothèse de revoir la rémunération des producteurs pour pouvoir soutenir notre appareil de production parce que il faut bien considérer que la grande distribution a un intérêt objectif à ce que l'agriculture française demeure vaillante vous avez malgré eu des cette engagements épreuve. chiffrés de leur part ? Non, mais par exemple, Carrefour, l'enseigne Carrefour a annoncé d'abord qu'elle allait revoir les contrats pour permettre un calibrage plus différent. Elle a annoncé aussi ne pas exclure une revalorisation de la rémunération des agriculteurs. Toute la solidarité nationale est convoquée dans cette crise terrible, du consommateur jusqu'à l'État. Est-ce que vous êtes capable, ce matin, vous avez évoqué les filières qui sont en fait quasiment toutes touchées par cette baisse de rendement, cette baisse de production. Est-ce que vous êtes déjà capable de la chiffrer, cette baisse de production ? Alors, vous posez une question essentielle. Pour adapter les dispositifs que je vais déployer, il faut savoir de quoi l'on parle précisément. C'est la raison pour laquelle moi, je suis en mode crise. Mon ministère est en mode crise depuis le mois de mai-juin. Et nous sommes en alerte et nous avons des capteurs de terrain qui nous renseignent en permanence. Le 27 août, je réunis tous les préfets de France et je leur ai demandé de faire un état des lieux très précis, très documenté de la situation de l'agriculture sur leur ressort territorial, de façon à pouvoir adapter les aides selon les territoires et les filières. Donc, c'est à ce moment-là qu'on pourra émettre des chiffres précis. Vous n'avez pas encore de remontée précise. Mais on sait que l'État va devoir être au rendez-vous du traitement de l'urgence, de la crise, mais aussi au rendez-vous de la prochaine saison de production. Et la FNSEA, par exemple, le syndicat agricole qui demande déjà un plan d'urgence de plusieurs milliards d'euros. Vous êtes en mesure de leur dire oui, on sera en rendez-vous et on sera en rendez-vous dans cet ordre-là ? Moi, je suis en responsabilité et donc je n'annonce pas de chiffres à la volée sans m'épauler sur des données précises et documentées. Ce que je peux vous dire, c'est que, si j'ai bien compris le propos de ce président de syndicat, mais qui rejoint d'autres syndicats, c'est que probablement la facture sera-t-elle
très lourde, mais l'État, évidemment, apportera la part la plus substantielle, mais il y a les banques, il y a les assureurs, il y a les consommateurs, il y a la grande distribution, Pardon, il y a Agnès les Genevard. collectivités locales. Toute la solidarité nationale est Pour prendre convoquée. la mesure, ça veut dire que quand on parle de milliards, ça n'est pas absurde de penser que ça va être cet ordre de grandeur. Moi, Même si c'est pas l'État qui donnera tout, on a bien compris. je vous en dirai davantage à la fin du mois lorsque j'aurai pu faire un état des lieux avec les préfets. Il y aura un plan d'urgence, on l'entend, mais il y aura aussi des mesures, on imagine, d'adaptation au plus long terme. Concrètement, qu'est-ce qu'il faut changer dans l'agriculture de demain pour que de tels épisodes de sécheresse qui vont se répéter n'entraînent pas les mêmes conséquences? Oui, le contexte de changement climatique implique qu'on change des choses naturellement. Et on n'a pas attendu l'été 2026 pour le faire. Mon prédécesseur avait initié le plan Méditerranée. En quoi cela consiste-t-il? À adapter à la fois les modes de culture et les types de production. On peut cultiver dans le sud de la France des amandes, des olives, de la pistache, des fruits exotiques. On voit bien qu'on va pouvoir produire d'autres choses. Il faut aussi produire différemment de façon à conserver de l'eau dans les sols. Et tout un tas de dispositifs existent déjà qui permettent de rénover les vergers, d'apporter par le fonds hydraulique du stockage de l'eau. Et puis les contrats d'avenir pour la souveraineté alimentaire visent aussi à adapter la production agricole à la nouvelle donne climatique. Ça veut dire quoi, Pardonnez-moi, contrat d'avenir, pardon? Alors, c'est un dispositif, vous savez que mon grand combat, c'est celui de la souveraineté alimentaire. Je ne me résous pas à ce que 30% de l'assiette des Français soit d'origine importée et peut-être demain davantage. Il faut donc qu'on produise davantage pour nourrir les Français avec une agriculture nationale. Et c'est la raison pour laquelle nous avons mis en place, d'ailleurs, sur la suggestion des jeunes agriculteurs, un dispositif qui s'appelle des contrats d'avenir pour la souveraineté alimentaire, où les producteurs, les transformateurs contractualisent avec les collectivités, avec l'État, pour outiller l'agriculture française à l'avenir pour qu'elle puisse produire davantage et transformer davantage. Donc il y a tout un... Mais Il faut effectivement que nous adaptions notre agriculture à la donne climatique. au fond, quand vous entendez les écologistes dire aujourd'hui le modèle agricole tel qu'il est, avec des productions qui consomment énormément d'eau, on pense évidemment au maïs, mais il n'y a pas que ça, ce modèle n'est plus viable, vous n'êtes pas loin d'être d'accord en fait. Ah non, pas du tout. Ah non, pas du tout. Non, non, je suis absolument et radicalement opposée à la vision décliniste et décroissante de l'écologie politique, parce que l'écologie, évidemment, c'est un combat qui doit nous être commun. C'est décliniste de dire qu'il faut changer de modèle? Non, ce qui est décliniste, c'est de dire faut plus d'élevage, c'est mauvais pour la planète. Depuis quand l'élevage est-il mauvais pour la planète? Alors c'est plutôt l'élevage intensif qui est dans Mais la viseur France n'est pas dans une logique des d'élevage associations intensif. écologistes. La taille moyenne d'un élevage bovin, c'est 60 bêtes. Ne me dites pas qu'on est en élevage intensif. Annie On est Genevard, en élevage extensif. un des points de tension dans le futur, ça sera la question de l'eau, évidemment. Ça l'est déjà. Il y a une loi d'urgence agricole qui a été adoptée en juillet, parmi lesquelles la question de l'eau a été une question au cœur, une question qui a provoqué beaucoup de crispation. Est-ce que vous assumez de mettre l'agriculture d'abord et les autres après, en termes de question de l'eau? Je crois que la loi ne dit pas cela. La loi ne dit pas cela. La loi dit il faut considérer que l'eau est indispensable à l'agriculture, puisque l'agriculture produit l'alimentation. Donc, elle est indispensable à la vie humaine en ce qu'elle produit de l'alimentation. Le texte instaure un principe de non-hiérarchie dans la prise en compte des usages de l'eau entre les préoccupations économiques et les préoccupations environnementales. On ne dit plus l'environnement d'abord, l'économie après. On dit tout cela. Le texte ne dit pas cela. Le texte n'a pas retenu cette proposition. Il instaure par exemple le doublement, oui. doublement du stockage de l'eau d'ici 2035 pour l'agriculture. Effectivement. La loi dit nous doublerons le stockage de l'eau agricole parce qu'en réalité, la France stocke très peu. Il y a très peu de retenue d'eau, trop peu de stockage d'eau et on a besoin... les écologistes résument le stockage de l'eau à ce qu'ils appellent les méga-bassines. Quel est le principe du stockage de l'eau? On stocke, plutôt que de prélever en été quand elle manque,
on substitue à l'eau prélevée en été l'eau stockée en hiver là où elle abonde. Mais ça n'est pas possible partout, bon ça, sens. Annie Genevard. Mais il n'y a pas de recette unique. Ici, ce seront des retenues collinaires. Là, ce seront des stockages qui ne sont pas forcément d'ailleurs des stockages Ça très n'est pas une importants. appropriation quand même d'une certaine façon de la Non, ressource en eau? je conteste absolument ce terme d'appropriation de l'eau. On irrigue très peu, 7% de la production alimentaire est le fruit d'une irrigation, alors que d'autres pays autour de nous, qui nous taillent des croupières en matière d'importation, stockent énormément plus. Et il faut qu'on explore aussi d'autres voies. Par exemple, la réutilisation des eaux usées. Ça, c'est une piste que nous n'avons pas suffisamment En explorée. Espagne, en Italie, c'est plus de 10% par exemple des eaux usées qui Tout à sont fait. Chez réutilisées nous, en c'est France. trop peu. Voilà, c'est Donc, beaucoup il y moins a en de France. multiples façons. Et puis, bien sûr, cette eau, elle est précieuse et elle doit être utilisée de façon efficiente. Annie Genevard, votre collègue à l'environnement, Monique Barbu, a déclaré dans Libération hier: je dois reconnaître que Jean-Luc Mélenchon est celui qui intègre le plus la question du climat dans ses propositions économiques et sociales. Ça vous a fait plaisir, cette... Alors moi, je ne dirais certainement pas la même chose s'agissant de l'agriculture. Nous sortons d'un débat sur la loi Mais pour le d'urgence. reste, oui. Non, vous savez quelle est ma position. Je suis membre, voilà. elle est membre aussi du membre du gouvernement. gouvernement, elle tient cette déclaration. Et donc, la position que j'ai en matière agricole ne correspond en rien à celle de Jean-Luc Mélenchon. Ils sont contre l'élevage, ils sont contre la production agricole, ils sont contre les exportations, ils ont fait de certaines cultures le chiffon rouge. Non, leur vision de l'agriculture ne correspond en Mais quand rien même, à Annie celle que Genevard, je défends. C'est pas, Alors c'est pas après, un- Madame la ministre de la Transition écologique a fait la déclaration qu'elle a faite et que je ne partage pas s'agissant de mon ministère. Pour le reste, écoutez, je la laisse à la responsabilité de son propos. C'est pas un problème de ne pas s'entendre entre agriculture et transition écologique, au-delà de la déclaration qui, on l'entend, vous ne partagez pas. Moi, Il n'y a pas de divergence de fond? Je considère que l'agriculture et l'environnement doivent travailler de concert. Du reste, je veux dire qu'avec ma collègue Monique Barbu, nous avons plutôt bien travaillé sur la loi d'urgence agricole. Nous avons mis sur la table une proposition qui était consensuelle entre nous. Et il faut travailler à cette convergence. Mais c'est pas un problème d'avoir un ou une de vos collègues en l'espèce qui dit que bon, finalement, Jean-Luc Mélenchon a de bonnes propositions sur un sujet. Quand on est dans un gouvernement. Vous dire que je partage son propos, je ne vais pas tourner autour du pot, évidemment non, mais qu'est-ce que vous voulez? Voilà, elle a fait cette déclaration, elle s'en expliquera auprès de qui de droit s'il le faut. J'en sais rien, moi. Je ne l'aurais pas faite et je ne la partage pas. Voilà. Annie Genevard, vous restez avec nous. On va évoquer la question des incendies dans quelques secondes. D'abord, l'info en 1 minute, 8h47. Voici Marie Marty-Rossian. Des aides aux collectivités, l'accélération des permis de construire ou encore l'exonération des cotisations sociales pour les entreprises concernées. Sébastien Lecornu a présenté hier ces mesures pour venir en aide à la Gironde et aux Landes, départements très touchés par des incendies massifs cet été. 12 millions d'euros vont être débloqués. C'est un premier pas important, réagit sur France Info ce matin le maire de Lacanau, Laurent Perrondé. L'incendie du massif du Claps dans la Drôme est désormais fixé, annonce hier de la préfecture après 2 semaines de lutte contre les flammes dans ce secteur. Les pompiers vont rester mobilisés pour traiter les points chauds et pour surveiller le feu afin d'éviter une reprise. Le numéro 3 de la FIFA, Kevin Lamour, licencié, le Français, directeur des opérations à la Fédération internationale de foot, s'est récemment opposé au projet du président Gianni Infantino d'ouvrir la FIFA à des investisseurs privés, projet qui est désormais avorté. Et puis Sophie Adno va de nouveau marquer l'histoire à 14h35 heure française. L'astronaute sortira de la Station spatiale internationale pour effectuer une réparation sur le système de transmission de l'ISS. Sophie Adno qui donc va devenir la première Française de l'histoire à marcher dans le vide spatial. France Info. Le 8h30 France Info, Adrien Beck, Camille Vigonne-Lecoat. Et nous sommes toujours avec Annie Genevard, la ministre de l'Agriculture. Vous étiez hier en Gironde avec Sébastien Lecornu au chevet des sinistrés des incendies au nord du bassin d'Arcachon. Le Premier ministre a promis une aide de 12 millions d'euros pour la Gironde et les Landes. Elle va servir à quoi, cette aide ?
Alors d'abord, la présence du Premier ministre entouré de 6 de ses ministres avait pour but de dire à la population de Gironde et des Landes, particulièrement touchées par ces incendies ravageurs, que le gouvernement était à leur côté. Population qui n'a pas très bien accueilli le Premier ministre. Je pense que la population a sans doute regardé avec attention les mesures que nous avons annoncées et qui sont des mesures substantielles, parce que vous citez les 12 millions, mais le Premier ministre a dit très clairement que l'aide globale avoisinerait les 100 millions. Donc c'est une aide tout à fait substantielle. Et ça inclut l'aide pour les entreprises notamment, hein. Ça inclut l'aide pour les entreprises. Il a annoncé une exonération de charges sociales, de charges fiscales. Le ministre Papin a développé aussi tout un plan de communication pour permettre au tourisme de revenir. Parce que la meilleure façon de soutenir les entreprises, c'est aussi que les touristes reviennent. L'accélération des permis de construire délivrés en un mois, la replantation de la forêt, pas n'importe comment, bien sûr. Il faut tenir on va compte. parler de l'aspect agricole, de la replantation de la forêt, mais d'un mot quand même sur l'ambiance, sur le fait qu'il y ait ce doute que finalement la commune du Porge ait pu être sacrifiée. C'est ce que disent certains habitants. Alors le Premier ministre parle de complotisme, de réseaux sociaux, etc. Comment on lève ce doute ? D'abord par la transparence des informations qu'on délivre sur le déroulé de la gestion de l'incendie. Et je pense qu'il faut faire toute la transparence pour lever ce soupçon d'abandon de la commune au profit d'une autre. Je pense que ce sera fait dans des délais assez brefs. Et en tout cas, le Premier ministre a démenti formellement. Ça suffit plus forcément aujourd'hui, hein. Écoutez, il est vrai que la parole politique est toujours soupçonnée, mais je pense que la meilleure façon de lever ce climat, c'est de dire les choses telles qu'elles se sont déroulées. Mais il faut bien voir que cette commune a été parmi les communes les plus touchées par l'incendie. 182 maisons. Et c'est la raison pour laquelle le Premier ministre, non seulement y est allé hier, mais aussi de façon très discrète, en dehors des caméras. Il a rencontré le maire très longuement. Et le maire était satisfait des annonces qui ont été faites pour sa commune. Donc il faut maintenant que les choses démarrent rapidement, parce qu'on va être jugé aussi sur l'efficacité de la mise en œuvre. Mais vous savez, quand on vit un tel traumatisme, quand on perd sa maison, qu'on est incertain d'être remboursé par une assurance, qu'on ne sait pas où l'on va être au moment de la rentrée scolaire, il y a un grand sentiment de détresse, et la détresse conduit souvent à la colère. C'est humain et c'est compréhensible. Annie Genevard, une des raisons qui explique l'importance de ces incendies, c'est la monoculture de pins. Est-ce qu'il faut interdire ce type de production, une seule essence, des arbres du même âge, plantés en rang, qui permet de gagner en productivité, mais qui est plus fragile face au feu ? Il faudra tirer tous les enseignements pour la reconstruction du territoire, et notamment la replantation de la forêt. Et il faudra pour ce faire, évidemment, recourir à la science, savoir quelles sont les meilleures espèces. Mais le pin maritime a une vertu, c'est qu'il pompe beaucoup d'eau dans des régions marécageuses. Ça a été organisé ainsi sous Napoléon III. Et une des craintes du territoire, c'est le risque d'inondation. Le problème, c'est pas le pin maritime, c'est qu'il n'y ait que du pin maritime. Bien sûr, je pense que mêler des feuillus aux espèces est sans doute une piste intéressante, mais ça, il appartient à la fois aux scientifiques, aux spécialistes, aux forestiers, aux associations de la forêt publique, de la forêt privée, de dire ce qui est clair, c'est qu'il faut des coupe-feux. Il faut un aménagement, et en la matière, je veux le dire, l'agriculture est un excellent coupe-feu. Les surfaces irriguées, elles ont stoppé le feu. Mais pardonnez-moi, mais en 2022, il y a eu des incendies ravageurs. Les leçons n'ont pas été tirées, ou en tout cas pas suffisamment depuis. Il y a eu des types d'incendies inédits. Alors, je ne suis pas une spécialiste des types de feux, mais hier, nous étions avec les cartes qui nous ont permis de visualiser jusqu'où allait le feu, jusqu'aux limites de Bordeaux, de l'agglomération de la métropole de Bordeaux. On voit bien qu'il y a eu une progression à une vitesse fulgurante. Il y avait des sauts de feu de près de 4 km. C'est absolument inédit. Donc il faut maintenant tirer tous les enseignements. Et moi j'ai dit hier, très clairement, j'ai dit, pensez à l'agriculture.
tous les pompiers vous le diront, là où il y a de l'agriculture, il y a moins de feux ou pas de feux. Une pâture où les bêtes sont, une viticule, une C'est peut-être vigne pas très simple, entretenue. pardon Annie Genevard, c'est peut-être pas très simple à mettre en place dans une forêt de Landes, des Landes comme celle Non, à mais laquelle en on est- ceinture des villages, il est possible d'aménager de l'agriculture et de pouvoir faire un pare-feu efficace. Parce que effectivement, la construction tout près des forêts. Et il faudra d'ailleurs, dans la reconstruction du Porge ou des autres communes, réfléchir à l'implantation des constructions par rapport à la forêt, ou à l'implantation de la forêt par rapport au village. Annie Genevard, votre été de ministre de l'Agriculture a été studieux. Votre automne ne sera pas plus calme, avec un budget qu'il faudra trouver, qu'il faudra voter. Le Monde a révélé la semaine dernière que Sébastien Lecornu préparait une baisse très limitée du déficit, autour de 4,9% seulement. Vous confirmez ? Alors, nous sommes en train de le travailler, ce budget. Nous avons eu nos lettres de mission. Il faut maintenant que chacun se les approprie et voit. Mais un budget, c'est un objectif, ce sont aussi des circonstances. Ce qui s'est produit cet été, à la fois dans l'agriculture, mais pas que, oblige évidemment à des engagements budgétaires qui n'étaient pas prévisibles, pas prévus. Pardonnez-moi, mais ce chiffre de 4,9%, il est important parce ça veut dire qu'il serait plus important, enfin que les dépenses seraient plus importantes que prévu. Ça veut surtout dire que l'objectif de ramener le déficit à moins de 3% en 2029, il est enterré ? Non, je crois qu'il faut garder un objectif de maîtrise et de seuil de 3%. Si on fait 4,9% l'année prochaine, on ne pourra pas faire 3% en 2029. Enfin, c'est oui, quasiment mais mathématique. l'important, alors d'une part, l'important c'est de contenir le déficit, ça c'est la première chose, et puis tout de même de l'amener à la baisse. Après, nous verrons, nous sommes en train de le construire. Mais que ce soit plus modeste, que la baisse soit plus modeste qu'escompté, vous Si semble les évident. circonstances que nous vivons obligent à des engagements budgétaires qui n'étaient pas prévus, cela aura une incidence budgétaire. Mais vous le savez, le gouvernement propose, le Parlement dispose, il appartiendra aussi aux parlementaires de décider quels sont les domaines dans lesquels nous pouvons faire des économies et quels sont les domaines dans lesquels nous ne pouvons pas échapper à des dépenses, éventuellement des dépenses supplémentaires compte tenu des circonstances. Alors c'est l'un des débats qui est revenu cet été, qui est encore revenu ces derniers jours dans la classe politique à la faveur de fuites dans la presse, l'idée de sous-indexer les pensions de retraite, notamment des plus aisés. Est-ce que, à vos yeux, vous qui venez de la droite, est-ce que c'est une piste qui peut s'envisager ? Alors, ce n'est qu'une piste, ce n'est qu'une hypothèse qui a été émise par le ministre de l'économie. Ce n'est pas une certitude, ce n'est pas une décision. Nous n'avons pas encore débattu de cette question. Est-ce que c'est une bonne piste selon vous ? Je pense que, vous le savez, la famille politique qui est la mienne depuis toujours a fait de la défense de ceux qui travaillent et de ceux qui ont travaillé un axe très, très fort. Il ne s'agit pas, si j'ai bien compris le propos du ministre de l'économie, de désindexer. C'est éventuellement une sous-indexation. Mais c'est une décision politique qui est conséquente, qui est lourde. Sachant que ça avait déjà été le cas, par exemple, sous François Hollande, les pensions n'avaient pas été indexées pendant plusieurs années. Ou sous-indexées, du moins. Oui, nous verrons bien. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'on ne peut pas ignorer qu'il faut faire des efforts budgétaires. On ne peut pas ignorer que les générations, on ne peut pas sacrifier les jeunes générations. Il faut leur redonner de l'espoir. Vous avez vu que le scepticisme est très puissant chez nos jeunes générations. Il faut leur redonner des perspectives d'espoir. Donc vous ne fermez pas la porte à cette idée ? Non, je ne l'ouvre pas ni ne la ferme. Je veux dire que... Vous êtes prudente. Non, mais je suis prudente parce que ce n'est pas une décision qui a été prise par le gouvernement. Donc je ne veux pas épiloguer et commenter quelque chose qui n'est pas décidé. Merci mais beaucoup. Prudence. Annie Genevard, effectivement, de toute façon, le budget, on aura l'occasion d'en parler beaucoup dans ces prochains mois avec le feuilleton budgétaire qui s'annonce. Merci Annie Genevard, ministre de l'Agriculture et donc de la Forêt, d'avoir été avec nous ce matin. Ah, ce n'est pas vous. Non. C'est le ministère de la Transition. C'est votre collègue Monique Barbu dont on a parlé. J'en ai quand même un morceau. Mais sur la sylviculture, probablement. Oui. Merci à vous, en tout cas, Annie Genevard, et merci Camille Vigonne-Lecoat. Restez